Eh bien le bonjour, bien le bonsoir, chers auditeurs. Entrez, installez-vous dans les gradins, prenez vos places, il y en aura pour tout le monde. Vos hôtes, la sublime Loudiner, c'est moi-même, votre maître de cérémonie Falciparum, vous accueillons sous ce chapiteau. Ici, vous, les visiteurs de la sombre et bizarre cité médicale humaine, vous êtes au bon endroit pour y croiser les phénomènes étranges et monstrueux que nous avons collectés pour vous. Bienvenue dans notre Freak Show. Vous qui êtes les auditeurs de notre podcast, vous ne trouverez pas ici les mêmes histoires, mais nous avons l'ambition de vous présenter de temps en temps des cas qui nous ont surpris et qui vous surprendront. Des cas qui vont défier votre rationalité, mais qui ont existé, mesdames et messieurs. Ici, nulle invention, nul trucage, que du fait réel. Car les faits présentés ici ont fait l'objet de descriptions et de publications dans les journaux scientifiques et médicaux. Alors, accrochez-vous, car l'homme est surprenant. Je me nomme, je suis votre hôte, Falciparum. Et moi, je suis votre maîtresse de cérémonie, Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et pour le pire. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors si vous souhaitez nous entendre vous raconter aussi les histoires bizarres et étranges de la santé et de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ces épisodes du Freak Show à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de le faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de trucs et tours de magie funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un cours d'illusionnisme ici. Mais sur ce, Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos et surtout nos tenues de lumière pour nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent ? Allez, Falciparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Cette section du Freak Show va d'ailleurs être un chapitre exclusif de ce Patreon. Nous vous offrons les premiers épisodes. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Eh bien voici, Bloody Nurse, t'as vu, on se lance dans un nouveau chapitre de l'aventure de Medicine City. Tu es prête, toi ? Là, je sais pas vraiment, parce que déjà, j'ai vu déjà le titre du premier Freak Show, là, ça a l'air d'être surprenant, on va dire. Moi, je suis assez enthousiaste d'aborder ce cas-là en particulier, et puis les cas qu'on a prévu d'aborder dans le Freak Show, parce que j'en ai repéré quelques-uns. Et c'est vrai que j'avais bien envie de démarrer ce projet un peu parallèle du podcast, où on va pas forcément parler d'histoire criminelle en tant que telle, ou telle qu'on le conçoit habituellement, ou en longueur, on va parler peut-être des épisodes un peu plus petits, mais des épisodes réels et qui se sont réellement passés, et en l'occurrence, je vais commencer par te poser une question. Est-ce que tu penses qu'on peut se suicider avec une balle ? Bon, avec une balle, oui. Avec une balle, c'est facile, c'est classique, ça marche plutôt pas mal. Et avec un fusil à pompe, un shotgun, comme disent les anglo-saxons. Bah, c'est possible, mais faut bien s'installer, quoi. Enfin, je veux dire, faut bien gérer le truc, quoi, parce que c'est comme un fusil tout court de chasse, quoi. Enfin, c'est compliqué. Il y a une certaine amplitude, tout ça, mais le fusil à pompe, il marche plutôt pas mal, généralement. On voit bien dans les séries, tout ça. Ça demande une bonne organisation, quoi. On n'est pas des grands spécialistes en armes, mais globalement, oui. Et si je te pose la question de est-ce que tu penses qu'avec 2 balles de la même arme, d'un fusil à pompe, on peut se suicider soi-même ? Alors si tu te loupes sur la première, oui, tu peux. Et à supposer que tu te loupes pas sur la première. Écoute, j'ai envie de te dire que les Russes sont passés par là, mais ton idée, quoi. Mais bon. Et si, à supposer que je te dise, une balle dans le cou, une balle dans la tête, une balle dans la poitrine avec la même arme, est-ce que tu penses que ça peut toujours être un suicide ? Sur le même moment ? Ouais. 4 balles, quoi, du coup. Le même... 4 balles. Bah 3 pour le coup, une dans la tête, une dans le cou et une dans la poitrine. Ah oui, non, mais parce que oui, j'avais pas mal compris, excuse-moi. Fusil à pompe, tout seul, et puis alors, moi, 3 j'ai balles. une idée du truc, du pourquoi ça serait éventuellement possible, mais c'est mon côté médical, je pense, qui fait que je me doute de ce qui peut se passer. Mmh.
Mais bon, je pense que la plupart des gens te dirent, bah non, c'est pas possible. La plupart des fois, ça serait surprenant, effectivement. J'imagine que... Mais je vais te présenter une histoire totalement singulière. Mais encore une fois, je veux faire un avertissement sur le contenu que tu vas entendre et que les auditeurs vont entendre. On va évoquer ici un cas de suicide, un cas réel, un cas de lésion auto-infligée. On va aussi évoquer des descriptions de scènes d'autopsie, des descriptions cliniques qui relèvent de la médecine légale, y compris des dissections et des examens post-mortem. Il va y avoir des éléments graphiques. Donc si vous ne sentez pas de les écouter, sauf toi Blue Nurse qui va être obligé de rester là, je vous invite Ça m'a jamais dérangé. à les passer ou à éviter la lecture de cet épisode. Mon grand regret étant de ne pas avoir fait de dissection. Je sais pas si ça peut être un regret en fait. J'en ai fait pas fou tout le temps. Oui, non, mais je me doute ça dépend bien, de l'état du... J'aurais voulu voir... Ouais, ça dépend. Toi, t'en as fait en tant qu'étudiant en médecine pour... Ah, j'ai fait en médecine légale aussi. Mais t'en as fait en médecine légale, mais t'en avais fait aussi dans ton cadre des études. Moi, j'ai pas vu. J'aurais aimé, quoi. Il y a des dissections sur des personnes que tu déterres quelques mois après qui sont pas très agréables à faire. Enfin, bref. Je vais donc te présenter l'histoire et de présenter à nos auditeurs l'histoire de l'homme qui s'est suicidé de 3 balles de fusil à pompe. Déjà, 3 balles avec un pistolet, c'est déjà pas évident, mais en plus avec un fusil à pompe, quoi. C'est ça. Alors, c'est une histoire qui est racontée par des médecins légistes américains dans un article publié dans le numéro d'août 2022 de l'American Journal of Forensic Medicine and Pathology. Alors, je mettrai toutes les sources en référence à notre description. Et l'article se nomme Suicide via Multiple Shotgun Wounds, a Case Report and Review of Literature, qui est donc écrit par le docteur Giffen, je pense que ça s'écrit Mark Giffen Jr. et son équipe. Et donc, comme je vous le disais, on a cette vocation dans le Freak Show de vous présenter des cas qui ont été publiés dans les journaux à comité de relecture et qui ont fait l'objet de validation par leur père. Parce qu'on a cette ambition de vous proposer une vision un peu hybride entre l'analyse des affaires criminelles et judiciaires et la science médicale, en tentant d'être quand même les plus rigoureux possibles sur nos histoires. Bref, je commence. C'est une histoire triste. On va parler d'un garçon de 20 ans. Un jour, il est retrouvé mort par son grand-père dans la résidence sécurisée dans laquelle il habitait. C'est important, la résidence sécurisée, parce qu'il n'y a pas d'intrusion qui peut être commise en dehors des gens qui sont habilités à rentrer dans cette résidence. L'enquête immédiate et préliminaire montre que le grand-père, après être sorti faire des courses, a découvert son petit-fils gisant sur le sol du salon, inconscient. Du sang s'écoule du cou du jeune homme, mais il ne gît pas dans une mare de sang. Il y a un peu de sang, mais pas trop. Le grand-père appelle les secours immédiatement. Une tentative de réanimation cardio-respiratoire est réalisée. Après quelques minutes, malheureusement, force est de constater que c'est un échec. Le jeune homme est déclaré mort. Sur place, les enquêteurs relèvent à droite du corps la présence d'un fusil à pompe qui est un Remington 870 Magnum à chargement manuel et acceptant des munitions de calibre 12, 16 et 20. On dirait, je vois l'image là, on dirait le fusil de chasse de Papy Blood. Eh ben écoute, je voyais, tu vois, ça ressemble tout à fait à un fusil de chasse français classique. C'est un fusil de chasse et c'est une marque totalement commune, on va en parler un petit peu après. Après, c'est à pompe, c'est le truc qui fait clink-clink là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, il avait pas ça, mon papy. Donc il y a également un sac rempli de 2 douzaines de cartouches de ces 3 différents calibres qui est retrouvé au pied du cadavre. Au sol, il y a une cartouche qui porte des traces de sang. Le sang est frais. Alors, comme je connais rien en armes, j'ai quand même regardé un peu sur Wikipédia ce que c'était que le Remington modèle 870. Et donc Wikipédia me dit que c'est un fusil à pompe fabriqué aux États-Unis depuis 1950 par Remington Arms. Il est très populaire parmi les chasseurs, les tireurs sportifs et les services de police et militaires. En fait, c'est une arme qu'on a vue 1000 fois dans les séries, dans les films. C'est une arme hyper populaire aux États-Unis. Effectivement, comme tu dis, c'est l'archétype même du fusil à pompe, quoi. D'ailleurs, histoire dans l'histoire, ce fusil, le Remington, il y a une histoire dessus aux États-Unis. On a écouté un podcast, je sais pas si tu te rappelles, est-ce que tu l'as écouté, je sais plus. Je crois que c'était dans Dossier Bizarre.
où il racontait l'histoire de l'épouse de celui qui créait ses armes, en fait. Oui, oui. Avec la maison à je sais pas combien de pièces, là, tu sais. Oui, Elle construisait le manoir. Le manoir, le manoir Remington, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Oui, c'est une histoire. Et elle pensait que presque du coup, paranormale. elle était, oui, voilà, c'était presque du paranormal et qu'elle était hantée par toutes les personnes qui avaient été tuées par les armes Remington, en fait. Voilà, fermeture de la petite parenthèse. Bon, en tout cas, donc c'est une arme qui peut être utilisée par les services de police, les militaires, les chasseurs, les tireurs sportifs, et en tant qu'arme de chasse tel qu'il est utilisé par le grand-père et dans ce dossier-là, il accepte des munitions de calibre 12, 16, 20, 28 et 410. Bon, alors voilà. Ça fait du choix. Ça fait un peu de choix. C'est une arme qui est assez longue, puisqu'elle fait de 1m6 à 1m26 de long, donc c'est quand même un fusil, hein. C'est pas une arme qui se manipule facilement. Elle fait 3,5 à 4 kg à vide et le canon en lui-même fait 53 à 76 cm et on peut mettre 4 coups dans le magasin. 4 cartouches. Et donc c'est vraiment l'image vraiment du fusil à pompe classique qu'on voit dans tous les films et séries US. Je vous invite à aller regarder sur un moteur de recherche en section image. Dans la même pièce que le jeune homme, un peu plus loin sur une table, on trouve le téléphone portable du jeune homme. On l'ouvre, les policiers constatent qu'il y a un message à destination d'un proche et qui mentionne l'intention de se suicider de la part du jeune homme. L'intention de se suicider, pourquoi ? Parce qu'en fait les messages ont été envoyés la veille. Les policiers notent également un ton assez conflictuel avec le destinataire. Ils notent la description de difficultés personnelles et actuelles du jeune homme décédé, ainsi que des difficultés passées. Le jeune homme expose notamment qu'il a déménagé avec son père, son grand-père, dans un contexte de divorce de ses parents. Le destinataire du message, il a pu être mis assez rapidement hors de cause puisqu'il n'était pas physiquement présent sur les lieux du drame au moment du drame. Encore une fois, c'était une résidence sécurisée, c'était assez facile à identifier. Dans l'appartement, la police va trouver dans la salle de bain une lame de rasoir et des traces de sang qui sont vues dans l'évier, sur le sol. Il y a également des petites taches de sang qui sont retrouvées dans plusieurs pièces de l'appartement, dont la chambre à coucher du jeune homme, le salon et le garage attenant à la maison. Il a tenté de faire une phlébotomie. Ah, tu vas voir un peu plus tard. Il y a une trace de main qui est dessinée par le sang, qui est visible sur le mur de la cuisine, près de la porte donnant dans le garage, comme s'il avait voulu s'appuyer en allant vers le garage. Et c'est dans ce garage que l'arme était entreposée dans un placard qui est non fermé à clé. Il y a de nombreuses traces de sang qui ont été retrouvées dans le placard et sur le sol devant le placard. Devant la présence de plusieurs plaies par arme à feu sur le corps, les enquêteurs évoquent la possibilité d'un crime, naturellement, logique. Et ils demandent à ce qu'on procède à une autopsie, parce que c'est pas 20 ans, plusieurs traces de balles sur le corps et puis finalement un décès. C'est absolument légitime qu'on demande une autopsie parce que c'est rien du tout d'une mort naturelle ou attendue. Et c'est pour ça que les médecins, c'est pour ça que les confrères médecins légistes américains se sont posés sur son cas et qui nous ont permis par la suite de le connaître et de nous le présenter. Donc le corps est transporté à la morgue locale pour examen. À partir de ce moment, si vous voulez partir, je pense que c'est le moment, peut-être. Il va y avoir des descriptions effectivement de... graphiques, comme tu disais. Le médecin légiste constate la présence de 3 plaies par arme à feu, ainsi que des incisions superficielles linéaires et curvilignes sur la poitrine, les épaules, l'abdomen. Des scarifications ? Oui, des scarifications, un peu profondes quand même, hein. Les plaies ont été infligées avec la lame de rasoir. Donc, faut imaginer qu'il a fait des traits sur lui-même. C'est pour ça qu'elles sont linéaires et curvilignes, parce qu'en fait, il a suivi le trajet de sa main et qui s'est, entre guillemets, oui, effectivement, scarifié la poitrine, les épaules et l'abdomen. Aucune plaie mortelle à ce niveau-là avec le rasoir. Hein. Il ne s'est pas coupé les carotides ou quoi que ce soit. D'accord. Mais d'emblée, le légiste estime que les lésions ont pu être auto-infligées. Il a, compte tenu de la main dominante du patient et
et de comment les plaies ont été faites, ça a pu être auto-infligé. Le saignement provoqué indique que les lésions ont été faites pré-mortem. Les lésions ont saigné, ce qui veut dire que le patient était en mesure de saigner, donc c'était avant la mort. D'accord. Jusque-là, ça va. Et effectivement, ça peut aussi expliquer les traces de sang dans l'appartement. On verra. La plaie par arme à feu sur la région centrale et antérieure du thorax consiste en une brûlure superficielle entourée d'une marge de suie et des particules de poudre. Cette description est en faveur d'un constat d'un tir à faible portée. Donc on voit vraiment, en plein milieu de la région centrale du thorax, une grosse brûlure circulaire et des traces de suie et de poudre. L'image qu'on peut avoir d'un tir par shotgun. Sur la radiographie thoracique, par contre, on ne retrouve aucun projectile radio-opaque. Ça a traversé ? Alors, a priori, l'examen du légiste ne retrouve aucun corps étranger à la surface dans les tissus, aucun corps étranger à l'intérieur de la cavité thoracique, et il n'y a pas de plaie de sortie. C'est chelou. Oui, alors ça va être un des points qu'il va falloir éclaircir. Par contre, l'imagerie thoracique montre qu'il y a une embolie gazeuse c'est parti dans la présence d'air dans les structures cardiaques, ce qui est bien entendu anormal et ce qui est une cause potentielle de décès. Mais tu vas voir, c'est pas parti dans la circulation. Alors, il va y avoir un débat, on va en discuter tout à l'heure. Mais retiens bien qu'il y a une embolie gazeuse avec présence d'air en intracardiaque. Mais sans particules, sans balles, sans projectiles. Ensuite, il réalise une radiographie de la tête et du cou, ainsi qu'il réalise une inspection de la zone. Alors, sur le conducteur, tu as les images, je les mettrai sur le Patreon ensuite. Alors, sur la radio de la boîte crânienne, il est vu en plein milieu du front un plomb unique. Vraiment un tout petit plomb qui fait quelques millimètres, qui est rond, qui n'a pas pénétré la boîte crânienne. Okay. Ensuite, il est décrit que les plombs de la zone cervicale sont groupés de façon assez serrée dans la partie supérieure du cou. Alors, faut bien imaginer qu'on reparle d'un fusil à pompe qui est chargé avec des cartouches. Les cartouches, il y a plein de petites billes de plomb à l'intérieur, enfin de plomb ou de métal à l'intérieur. Et que quand le coup part, en fait, les billes s'éparpillent. En fait, c'est le principe même du fusil à pompe. Et là, en l'occurrence, au milieu du front, il y a qu'une seule petite bille de cet impact qui existe là, alors qu'il y a une marque de tir. Et dans le cou, par contre, toutes les billes sont focus et agglomérées. Donc à l'inspection, la plaie du milieu du front consiste en une plaie superficielle avec un large bord composé de suie d'une trace de brûlure, ce qui correspond là encore à une plaie par projectile tiré à bout touchant, sinon portant. C'est-à-dire qu'il avait l'arme là comme ça. Ouais, touchant, ça veut dire qu'il a le canon qui est directement au contact, et portant, c'est quelques centimètres pas loin, quoi. Sachant que l'arme en elle-même, elle fait 1 mètre de long, donc à un moment, on n'a pas des bras extraordinairement longs. Le médecin légiste ne constate aucune déformation du crâne. S'il le met droite comme ça, ou s'il la fait appuyer par le bas et que, tu vois, il a l'appui de l'arme sur le sol, par exemple, ou sur une chaise. C'est possible. Le médecin légiste ne constate aucune déformation du crâne, ni orifice de sortie. Là aussi, pas d'orifice de sortie, comme sur le thorax. Donc, comme la radio le laisse savoir, il n'y a à cet endroit, il n'y a qu'un seul projectile radio-opaque qui correspond à un plomb de chasse. L'examen autopsique ne retrouve aucun signe d'hémorragie intracrânienne. Le plomb n'a donc pas pénétré la boîte crânienne ni créé de dégâts osseux ou hémorragiques. Putain, mais c'est dingue parce que ça a une puissance. Ouais. Tu vois ? Enfin, ça aurait dû. Ça aurait dû. Il devrait y avoir des bouts de cerveau de partout dans la pièce, quoi. Et pourquoi il n'y a qu'un seul plomb ? Alors que dans la cartouche, il y en a pas mal. Surtout que là, depuis là, c'est plus compliqué de partir dans la circulation. C'est pas comme si t'arrivais une aorte ou un truc comme ça qui fait que ça facilite le passage dans la circulation. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, quand tu regardes l'image du cou, là, t'as pas mal de plomb quand même dans une cartouche. Oui.
Au niveau du cou, l'inspection dit que donc la plaie par arme à feu est localisée au niveau du côté gauche du cou et qui a le même aspect que les deux autres. Donc on retrouve exactement le même type de brûlure, la suie, etc., etc. Là aussi, il n'y a pas d'orifice de sortie. Donc là aussi, pas une plaie qui est complètement transfixiante. L'autopsie montre une plaie qui est pénétrante du larynx, sans lésion vasculaire majeure. Par contre, l'intégralité de la cartouche est à l'intérieur du tissu, largement déformée. Il y a une plaie qui entre à gauche, il entre à gauche du cou et les plombs sont retrouvés côté droit du cou, c'est ça. Et oui, ça traversait quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, la cartouche, elle est retrouvée à gauche déformée et les plombs sont retrouvés à droite, du côté droit. Et c'est pour ça qu'il y a une plaie, du larynx. Parce que le larynx est en plein milieu. Oui, et puis que là, il y a la cartouche. Le larynx, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément des notions d'anatomie, c'est le tuyau d'air qui nous sert à respirer, qui est en plein milieu en plein centre de du cou, et qu'on voit bien sur nous, quoi. Donc l'ensemble de ces plombs et l'ensemble de ces plaies a provoqué des dégâts importants, mais n'a pas généré d'hémorragie majeure. Ça a un peu saigné, mais pas beaucoup. En tout cas, pas suffisamment pour une exsanguination massive et donc un décès. D'ailleurs, il n'a pas été retrouvé dans une mare de sang. Oui, ça c'est ce saignait que tu disais au début. Ouais. Mais pas d'hémorragie majeure. Il n'y a pas d'autres lésions significatives qui est visible sur le corps. Il n'y a pas de signe de maladie lors de l'autopsie et il n'y a pas d'exposition toxique nécessairement. En résumé, les légistes et enquêteurs sont donc en présence de deux plaies non létales, donc celles qui sont sur la poitrine et sur le front, et d'une plaie plus importante, mais a priori pas forcément immédiatement mortelle sur le cou, et d'une embolie gazeuse qui est sans doute la cause de la mort. Oui. Parce qu'on a toujours cette embolie gazeuse au milieu du thorax, dans le cœur, quoi. Et du coup, là, je repense à ces balles qui sont disséminées, tous ces plombs et tout. Est-ce que ça peut être mangé par les enzymes ou, enfin, je sais pas, enfin, tu sais, tout ce qu'il y a dans notre corps et que ça bouffe dû à la composition de. Mais non, parce qu'il n'y a pas eu le temps, de toute façon. Je sais, mais bon. Elle n'a pas eu le temps de le corps humain disloquer. est exceptionnel. Non, pas là en l'occurrence. Par contre, tu as expliqué ce que c'était l'embolie gazeuse pour on va expliquer tout à l'heure. D'accord. Okay. Dans un cas de crime comme ça, il n'est pas rare de constater, enfin dans un cas de crime en général, il n'est pas rare de constater plusieurs impacts de balles, t'es d'accord avec moi? Criminel extérieur, il peut te mettre autant de balles qu'il veut, voilà, c'est pas... Par contre, en cas de suicide, il est beaucoup plus rare de constater un décès après plusieurs impacts de balles, surtout auto-administrés. Mais après, il peut y avoir des loupés. La situation semble extrêmement atypique. Mais, ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment des constats, c'est compliqué pour les enquêteurs d'avoir des idées claires. Et donc, ils vont investiguer de plus en plus et aller vraiment essayer d'éclaircir les causes de la mort. Et donc, les policiers apprennent par le grand-père que son petit-fils n'avait aucune expérience des armes à feu. Il ne savait pas manipuler des armes à feu. Par contre, quelques semaines auparavant, lui-même avait nettoyé son fusil de chasse après être allé tirer quelques cartouches en compagnie de ce petit-fils à qui il avait montré. D'accord, ok. Donc il était allé dans sa propriété, ils avaient tiré quelques cartouches. Voilà. Donc il lui avait montré quelques bribes de maniement de l'arme et d'usage. Ensuite, le fusil avait été rangé dans le placard du garage, en même temps et à la même place que le sac de munitions. Le même que celui qui a été retrouvé près du corps. Il est à noter aussi que le grand-père va préciser aux enquêteurs qu'il a une habitude particulière. Son petit-fils ? Non, lui-même, okay. Il a une habitude particulière avec ce fusil de chasse, c'est qu'il le range, mais toujours chargé et prêt à l'emploi. Il y a toujours une cartouche au moins qui est prête dans le chargeur, dans l'hypothèse de devoir faire fuir un animal ou un intrus. On est aux États-Unis. Il précise, le grand-père, qu'il n'est pas du tout certain que ce point ait été connu du petit-fils. L'enquête a révélé par ailleurs que le jeune homme souffrait de dépression depuis plusieurs années et qu'il suivait un traitement antidépresseur. Son état était stable jusqu'au moment où ses parents ont décidé de se séparer. Mais comme son état était stable, il avait décidé d'interrompre son traitement et son état dépressif s'était aggravé. Du fait du divorce de ses parents et du fait de l'arrêt du traitement. Et donc, au moment
du suicide. Il venait quelques jours avant le passage à l'acte, il venait de reprendre son traitement au cours des semaines qui ont précédé son décès. Mais il se plaignait de l'inefficacité des traitements. C'était pas encore suffisamment complètement efficace. Oui, c'était pas imprégné. Ouais. Et là, je vais devoir forcément me faire une petite digression sous la forme de précision sur le risque suicidaire et les traitements antidépresseurs, parce que je pense que c'est important pour nos auditeurs qui savent pas forcément bien. Mais il faut savoir que les études qui établissent le lien entre le risque suicidaire et la consommation d'antidépresseurs sont assez nombreuses. Il y a eu une première méta-analyse en 2003 qui rassemblait 26 435 sujets dans des essais randomisés en double aveugle qui a montré que le suicide était 5 fois plus fréquent dans le groupe qui prenait des antidépresseurs que dans un groupe placebo, et que la tentative de suicide était 2 fois plus fréquente. Ouais, quand même. Un peu plus tard, une autre méta-analyse. Alors les méta-analyses, il faut imaginer que il y a des équipes de recherche qui font des papiers, qui publient des choses, et en fait, quand on regroupe les papiers qui concernent le même sujet, et qu'on analyse les conclusions de ces papiers-là, on fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on regarde un sujet un peu plus de façon méta, avec un peu de recul. Donc il y a une deuxième méta-analyse en 2009 qui, elle, rassemble 99 231 sujets, qui montre que le comportement suicidaire sous antidépresseurs dépend de l'âge, et que, en gros, il est majoré en dessous de 25 ans, il est neutre entre 25 et 65 ans, il est minoré au-delà de 65 ans. Donc les antidépresseurs, tu es en train de me dire qu'ils sont plus efficaces et moins risqués après 65 ans. Ah oui, complètement. Mais globalement, donc la première nous dit il y a plus de risques de passage à l'acte suicidaire de l'ordre de 2 fois, il y a 2 fois plus de tentatives de suicide, 5 fois plus de suicides quand tu prends des antidépresseurs. Et là, la deuxième te dit que non seulement ça, mais que si tu as moins de 25 ans, le risque est majoré. Si tu as entre 25 et 65, c'est à peu près neutre. Et au-delà de 65, ça va. C'est un traitement c'est un traitement pour adultes stables, on va dire, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Je dis pas que les moins de 25 ans sont pas stables, c'est pas ça. Mais en tout cas, juste que les précautions d'usage sont pas du tout les mêmes en fonction de la population. Et il y a d'autres analyses et méta-analyses qui ont été faites ensuite en 2018-2019 et qui à chaque fois montrent les mêmes choses. Donc c'est quelque chose, le risque de passage à l'acte suicidaire, il est très connu, très identifié, et d'ailleurs il a motivé les différentes agences gouvernementales de santé, que ce soit la FDA aux États-Unis, la HAS en France, etc., à diffuser des notes d'information et de précaution d'usage depuis quelques années, depuis même quelques décennies. Parce qu'il faut savoir que ce risque de passage à l'acte suicidaire, il est surtout présent en début de traitement et maximal entre le 10e et le 14e jour du traitement. D'accord. Et vu qu'il avait arrêté, qu'il avait repris. Donc là, chez lui, on a un jeune de 20 ans qui est en reprise de traitement. Ça fait 1 à 2 semaines qu'il a repris, donc il est vraiment entre ce 10e et ce 14e jour. Il a une dépression sévère et donc voilà, il était particulièrement exposé à un risque de suicide ou en tout cas de tentative. Et donc cette période entre le 10e et le 14e jour s'appelle la levée d'inhibition. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'elle voit coïncider la levée progressive du ralentissement psychomoteur. Le ralentissement psychomoteur, c'est un des signes, un des symptômes de la maladie dépressive. Donc on est ralenti, donc on fait moins de trucs. Et en même temps, donc on commence à lever ça, on commence à se réveiller un petit peu, entre guillemets. Et en même temps, on a les effets libérateurs sur l'humeur qui arrivent par le traitement. Et on n'est pas encore stable, comme tu disais. Et cette période, c'est un peu chaotique, ça peut être un peu chaotique, et donc on appelle ça la levée d'inhibition, et donc maximum entre 10 et 14 jours. Donc si à ce moment-là, on n'est pas trop surveillé ou qu'on peut accéder à des choses qui sont dangereuses, ben ça peut. Donc, clairement, ils identifient un profil qui est un profil particulièrement sensible. On va revenir à notre enquête. L'examen du fusil et l'enquête sur les lieux de la découverte du cadavre ont montré qu'il y a une cartouche de calibre 16 qui a été tirée et une autre cartouche de calibre 20 qui est restée coincée dans le canon de l'arme. Ok, il connaissait rien, quoi, vraiment. Donc voilà, et en fait... Il a pris tout de ce qui passait sous la main. A priori, le canon de l'arme, d'après l'analyse balistique qu'ils en font,
était plus adapté à des cartouches de calibre 12. Bon, là, je t'avoue que mes connaissances en balistique, pour le coup, sont limitées, donc je retranscris à peu près tel que c'est marqué dans le papier par les confrères légistes. Mais, de ce que j'ai compris aussi, c'est que l'arme était stockée avec une cartouche à blanc. Comme toi. Et pour le coup, la cartouche, elle n'a pas été retrouvée, contrairement aux autres cartouches qui sont répandues sur le sol du garage et qui ont été retrouvées donc en vrac par terre, intactes et non tirées. L'analyse de l'arme montre que la cartouche coincée dans le canon, c'était de la même marque et du même type que celle qui a provoqué la plaie du cou, en fait. D'accord ? Sur la base de ces constatations et d'autres éléments, notamment la présence de sang sur la cartouche et le fait que la cartouche qui avait été tirée a été fendillée sur toute la longueur, les enquêteurs ont conclu, après reconstitution, qu'en fait l'homme il est décédé parce qu'en fait il avait pu utiliser ce fusil de chasse de la mauvaise manière, de façon à s'infliger 3 plaies sans une intervention de quelconque. Globalement, ce qu'ils disent, c'est que la plaie du thorax a été causée par une cartouche de calibre 16. La première cartouche de calibre 20 a été tirée, mais n'a provoqué que la plaie superficielle du front. Donc la cartouche de calibre 20, c'est la cartouche à blanc, et en fait il y avait rien dedans, et donc ça. D'où juste un seul plomb, quoi. Ouais. Peut-être. Non, attends, pardon. La plaie du thorax, c'était celle qui a été tirée avec la cartouche à blanc, et c'est là où il n'y avait pas de cartouche du tout. Donc ça, c'est la cartouche de calibre 16. Ensuite, il y a eu la cartouche de calibre 20 qui a été tirée, mais qui n'a provoqué qu'une plaie superficielle du front, parce qu'en fait, elle n'est pas partie entièrement. Elle est restée coincée dans le canon. D'accord, oui. Et donc, il n'y a qu'un seul plomb qui est parti et qui n'a pas fait suffisamment de dégâts sur son front. Et par contre, quand il a rechargé enfin l'arme, pour le coup tirer une 3e fois et dans le cou, ça a poussé la première cartouche vers l'avant du canon, et quand la seconde cartouche a été tirée, la pression a été suffisante pour propulser la première cartouche et les plombs de chasse qui ont atteint le cou du jeune homme, et qui, sans blessure mortelle, ont provoqué une petite lésion d'un vaisseau artériel du cou, et qui a provoqué l'embolie gazeuse qui a finalement tué le patient. Donc en fait, il aurait même pu survivre à son 3e coup s'il n'avait pas eu manqué un peu de chance sur le coup. Et donc voilà. Et donc l'embolie gazeuse, comme je précisais tout à l'heure, c'est une irruption d'air dans les artères. Il n'est pas censé y avoir d'air dedans. C'est ça, c'est pas censé y avoir de l'air, et ça peut désamorcer la pompe cardiaque, c'est ce qui a été le cas ici, ou se retrouver dans les poumons pour provoquer une embolie gazeuse derrière, quoi. C'est comme les pompes les moteurs à piscine. Il est censé y avoir que de l'eau. Il est censé y avoir que du sang. Donc, ces caractéristiques du fusil de chasse permettent également de comprendre que le projectile qui a été tiré la 3e fois, il n'avait pas assez d'énergie malgré tout pour sortir du coup, même si pour le coup il y avait moins de tissu à traverser, et que la balle est réellement partie. Comme il y avait une précédente balle qui, entre guillemets, a freiné sa sortie, ça a pas pu traverser, et même si c'était un fusil assez puissant, finalement, elle a pas pu sortir non plus, quoi. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire de ce cas clinique, qui nous décrit comment, en se servant maladroitement d'un fusil de chasse, et même si c'est un fusil de chasse assez puissant, finalement, il s'est infligé, sans l'assistance d'un tiers, 3 plaies par arme à feu, dont seulement la 3e a pu s'avérer fatale. Avec un fusil à pompe. Et comment finalement on peut se suicider en se tirant 3 balles de fusil à pompe dans des parties vitales à chaque fois. Sans être aidé. Parce que là, pour le coup, il a choisi des parties vitales. La première balle aurait traversé la poitrine, il serait passé. Pareil pour la tête et pareil pour le cou. Mais en fait, à chaque fois, par manque de chance entre guillemets, ça a pas tourné. Ça n'a pas tourné comme il l'a voulu. Et donc ça illustre, ce cas clinique illustre à quel point les plaies par arme à feu et les résultats de l'enquête policière peuvent vraiment aider à reconstituer un scénario de suicide. Et c'était ce que je pouvais dire du cas de l'homme qui s'est suicidé par 3 balles de fusil à pompe. Comme quoi ça existe. Ouais. Un peu de déception. Moi je pensais avoir un peu arrivé des services secrets, je ne sais d'où... mais non, c'est un truc banal.
qui peut arriver tous les jours malheureusement. Et puis bon, on en a vu passer des images de... bon, je vous l'espère pas, vous, auditeurs, d'avoir vu ces images, mais de patients qui, en mettant le pistolet au niveau du cou, avec la détente, le pistolet glisse et ça arrache la face du visage, quoi. Ouais, il faut imaginer le pistolet, tous les tirs verticaux de bas en haut qui sont mis en dessous du menton et qui peuvent, entre guillemets, passer devant le cerveau en arrachant la face, mais sans emporter un organe vital. Avoir des douleurs horribles, quoi. Effectivement, il y a ce genre de choses. Et donc, ils sont dans une douleur intellectuelle et puis en plus physique derrière, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, je vais vous mettre le texte je vais vous mettre l'article ainsi que les références biblio dans les annexes Patreon, ainsi que les photos aussi en lien de la publication. Je vous remercie pour vos écoutes, vos retours, ça nous fait chaud au cœur. Vous pouvez donc vous abonner à nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Ocha, toutes les autres. Vous pouvez nous laisser des messages, des commentaires, max d'étoiles. Et puis nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes la communauté de Medicine City Podcast sur Facebook. Nous sommes sur Instagram, Medicine City Podcast. Et sur TikTok, medicinecity.pod. J'ai d'emblée prévu le second épisode du Freak Show. On va parler d'autres cas d'histoires de suicide par balles multiples auto-infligées, dont probablement le cas record du monde, en tout cas celui qui est enregistré comme tel. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à écouter cet autre épisode, et puis tous les autres épisodes du Freak Show, et puis nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Merci à tous. Restez connectés et méfiez-vous des ruelles sombres de la ville. À bientôt. À bientôt.